Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes prêts pour notre nouvelle affaire du jour. La vidéo d'aujourd'hui va probablement être un petit peu plus courte qu'à la normale, tout simplement parce que c'est une affaire qui n'a pas énormément de rebondissements et de détails, mais je tenais tout de même vraiment à vous en parler. Je l'ai découvert il y a quelques semaines maintenant et honnêtement j'ai été totalement bouche bée lorsque j'ai découvert ce qui s'était vraiment passé dans cette affaire. Restez jusqu'à la fin, croyez-moi, vous n'allez pas en revenir. Je tiens aussi à vous informer que l'affaire dont on va parler aujourd'hui est quand même assez morbide, donc accrochez-vous. Comme je dis toujours, elle n'est pas faite pour les petits cœurs sensibles. Mais avant que l'on entre plus en détail dans cette histoire, je tiens à vous présenter Nextory qui se trouve être notre partenaire du jour et un partenaire plus qu'adapté pour vous, les amateurs de True Crime. Car Nextory, c'est une application de lecture que vous pouvez utiliser aussi bien sur tablette que sur téléphone portable et qui regroupe pas moins de 350 000 titres différents, incluant une très large sélection dans le registre crime et horreur. Et d'ailleurs, grâce à Nextory, j'ai pu découvrir l'auteur Joe Hill, qui se trouve être le fils de Stephen King, rien que ça, et je ne comprends pas comment j'ai pu passer à côté de ses œuvres pendant toutes ces années. Et si vous cherchez une histoire qui va vous tenir en haleine jusqu'à la fin et qui va littéralement vous donner des frissons, alors je vous recommande très fortement Heart Shaped Box qui est disponible sur l'application sous forme de livre audio. C'est une histoire absolument terrifiante dans laquelle une ancienne rockstar qui collectionne les objets hantés se retrouve un jour en possession d'un costume ayant appartenu à un homme décédé. Et à partir du moment où il réceptionne le colis, les choses prennent une tournure extrêmement sombre et notre personnage principal s'enfonce de plus en plus dans une situation qui lui est totalement impossible de contrôler. Je ne vous en dis pas plus, mais sachez que cette histoire vaut vraiment le détour et saura combler tous les fans d'horreur et d'histoires de fantômes. Et comme je vous l'ai mentionné, ce livre est disponible sous forme de livre audio. Mais si jamais ce format ne vous convient pas, sachez que Nextory en a bien d'autres à vous proposer. E-books, podcasts, presse, bande dessinée ou encore séries audio exclusives. Et Nextory est la seule et unique application vous offrant tous ces services de lecture différents, et ce grâce à pas moins de 1500 éditeurs partenaires à l'application. Le tout en plus de vous offrir des abonnements personnalisés et toujours au meilleur prix. Car le forfait standard débute à seulement 9,99 € par mois, vous donnant accès à 15 heures d'écoute de livres audio avec tout le reste en illimité et la possibilité de vous créer jusqu'à 4 profils différents. 4 profils oui, mais les 4 ne peuvent pas être utilisés simultanément. Si vous souhaitez utiliser votre compte en même temps que vos proches, alors je vous recommande très fortement le forfait familial. Il est à seulement 19,99 € par mois et inclut 50 heures d'écoute de livres audio avec tout le reste en illimité. Vous êtes convaincu, mais vous souhaitez pouvoir découvrir Nextory avant de vous engager? Ne m'en dites pas plus, car aujourd'hui, grâce au lien que vous allez retrouver dans la description de ma vidéo, ce sont 45 jours d'essai entièrement gratuits qui vous sont offerts. Rendez-vous donc dès maintenant dans la description de cette vidéo pour découvrir Nextory et commencer à dévorer toutes vos histoires préférées. Merci encore à Nextory d'avoir sponsorisé notre vidéo du jour et je vous laisse dès à présent vous installer bien confortablement pour notre affaire. Durant l'année 2020, les médias chinois commencent à s'intéresser de très près à une affaire de disparition étrange ayant eu lieu dans la ville de Hangzhou, la capitale de la province chinoise du Zhejiang, localisée sur la côte est de la Chine. Hangzhou regroupe pas moins de 7 millions d'habitants en faisant l'une des villes les plus peuplées de Chine. Et c'est dans une petite ruelle de la ville que vivent Xu Guoli, un homme de 55 ans, et sa femme Lai Weili, âgée elle de 51 ans.
Le couple se trouve être marié depuis de longues années déjà et semble être très heureux malgré leur mode de vie plutôt modeste. Shu travaille en tant que chauffeur et dans une ville comme Hangzhou, autant dire qu'il ne manque pas de travail car les touristes y sont très nombreux, peu importe la saison. Tandis que sa femme Lai, de son côté, travaille en tant que femme de ménage. Lai a grandi dans la banlieue de Hangzhou, elle est donc très familière avec la ville et connaît une majeure partie de ses voisins. Et avant d'épouser Shu, elle a précédemment été mariée à un autre homme avec qui elle a eu une petite fille qui s'appelle Yu Fang. Et Lai avait la garde totale de sa fille, qui à cette époque-là était déjà âgée de 13 ans et qui vivait donc aux côtés de sa mère et de son beau-père. Lai a toujours réussi à plutôt bien s'en sortir dans la vie et n'a jamais vraiment manqué d'argent. Contrairement à Shu, qui de son côté, suite au décès de sa mère alors qu'il était encore très jeune, a eu énormément de mal à remonter la pente. Il était le deuxième enfant d'une famille de fermiers assez pauvres et a toute sa vie enchaîné les petits emplois lui permettant de gagner à peine de quoi s'assurer avoir un toit au-dessus de la tête. Il va lui aussi se marier au début de sa vingtaine à une autre femme, mais lorsqu'il rencontre Lai, c'est le coup de foudre immédiat entre les deux. Ils ont beau être respectivement mariés, ils vont tout doucement se rapprocher et finir par se séparer de leurs conjoints respectifs pour s'installer ensemble et démarrer leur nouvelle vie. Et au début des années 2000, alors que jusque-là leur relation semblait fonctionner à merveille, Shu et Lai commencent à avoir de très nombreux désaccords et leur relation se retrouve sur le bord de chavirer totalement. Et après une longue période de réflexion, ils vont en venir à la conclusion que leur mariage ne fonctionne tout simplement plus et prendre la décision de divorcer. Un divorce qui ne va cependant pas durer bien longtemps, car durant l'année 2008, les revoilà de nouveau au bras l'un de l'autre, et ils vont pour la deuxième et dernière fois se passer la bague au doigt. Ils emménagent alors de nouveau ensemble et reprennent les choses là où ils les avaient laissées. Shu, Lai et sa fille Yu forment une petite famille tranquille et discrète, ayant un rythme de vie aucunement différent de celui de leurs voisins. Mais en juillet 2020, ils se retrouvent à faire la une de tous les médias pour une raison plutôt inquiétante. Lai Weili, la mère de famille, a disparu sans laisser la moindre trace. Et c'est le 6 juillet 2020 que la police est informée de sa disparition de la part de son mari Shu. La toute dernière fois où elle a été aperçue se trouve être 2 jours plus tôt, soit le 4 juillet, lorsque la caméra de surveillance du bâtiment où elle vit la capture en train d'entrer dans le bâtiment en question, accompagnée de sa fille, monter à bord de l'ascenseur et en sortir à l'étage où se trouve son appartement. Cette vidéo est prise aux alentours de 17 h et elle ne sera pas aperçue après cela. La journée du dimanche se passe ensuite sans la moindre encombre et ça n'est que le lundi en début d'après-midi que son absence est remarquée pour la toute première fois. C'est son patron qui va directement contacter Shu pour l'informer que sa femme ne s'est pas présentée au travail ce jour-là, ce qui était totalement en dehors des habitudes de Lai qui a toujours été très ponctuelle et n'a jamais manqué le moindre jour de travail. À ce moment-là, Shu commence à s'inquiéter et va en discuter avec Yu, la fille de Lai, pour savoir si cette dernière a plus d'informations sur l'endroit où sa mère peut se trouver. Sauf que Yu est tout aussi surprise de la disparition de sa mère que l'est son beau-père. Et elle réalise que la toute dernière fois qu'elle a vu sa mère se trouvait être 2 jours plus tôt, lorsque les 2 jeunes femmes rentraient de leur sortie en ville. L'inquiétude commence alors à monter et ce même jour, en fin de journée, Shu contacte la police pour officiellement déclarer sa femme comme ayant disparu. La police se rend alors jusqu'au domicile familial pour pouvoir interroger Shu et surtout pour en apprendre un petit peu plus concernant le mode de vie de Lai. Pour connaître par exemple l'endroit où elle travaille ou encore son état de santé mentale et savoir s'il est possible qu'elle ait délibérément pris la fuite ou non. Après avoir réuni plus d'informations sur la mère de famille et ses habitudes, les officiers de police en concluent qu'il est pratiquement impossible que sa disparition ait été volontaire. Elle était bien trop proche de sa fille pour l'abandonner de la sorte et était apparemment très heureuse de la vie qu'elle menait. Une enquête est alors ouverte et de très nombreuses affiches sont disposées au travers de la ville tout entière. Ces affiches incluent une photo de Lai ainsi que son adresse et une description des vêtements qu'elle portait lors de sa disparition.
Et Shu affirme offrir à quiconque serait capable de l'aider à retrouver la trace de sa femme une récompense équivalente à pas moins de 15 000 €. Shu va alors mettre tous les moyens de son côté et décider de contacter la presse et donner plusieurs interviews, dont une notamment qui sera diffusée sur une chaîne de télévision à heure de grande écoute et qui va mettre en lumière cette affaire plutôt étrange. Sur les images, Shu apparaît très calme et parle de manière plutôt sereine. Il décrit alors la journée du 4 juillet, celle où Lai a été aperçu par les caméras de surveillance de son bâtiment pour la toute dernière fois. Cette journée-là, le couple ainsi que la fille de Lai avaient passé énormément de temps ensemble, profitant tous les trois de leur jour de congé. Au matin, Shu et Lai se sont rendus tous les deux à l'hôpital, à seulement quelques rues de chez eux, pour un rendez-vous médical. Lai et sa fille Yu seraient alors sorties toutes les deux ensuite pour faire quelques courses en ville, et sont rentrées donc à la maison sur les coups de 17 h, après quoi le couple aurait préparé le dîner pendant que la jeune adolescente se trouvait dans sa chambre. La petite famille est ensuite passée à table et comme pratiquement tous les soirs sur les coups de 21 h, ils se sont quittés pour aller se coucher. Et c'est au petit matin, alors que Shu était tout juste en train d'émerger, qu'il aurait réalisé que sa femme ne se trouvait plus à ses côtés à l'intérieur du lit conjugal. Il l'a alors brièvement cherchée à l'intérieur de l'appartement, mais en est très rapidement venu à la conclusion qu'elle était probablement sortie pour prendre l'air et marcher un petit peu. Mais lorsque le soir arrive et que Lai n'est pas encore rentré, il commence tout doucement à se poser de plus en plus de questions et se dit qu'il est aussi tout à fait possible que Lai n'ait tout simplement pas eu le courage de le quitter et ait préféré prendre la fuite plutôt que d'avoir à rompre avec lui. Il commence alors à se monter la tête et en finit même par se dire que sa femme avait peut-être bien un amant et que c'était peut-être là la raison pour laquelle elle était capable de tourner la page aussi rapidement et de le quitter sans le moindre remords. Mais par vanité ou peut-être tout simplement par peur de découvrir que ses inquiétudes s'avèrent être bel et bien réelles, Shu prétend que tout va bien dans le meilleur des mondes et ignore complètement la disparition de sa femme. Et c'est seulement lorsque le patron de cette dernière le contacte plus de 24 heures après la disparition de Lai que Shu réalise que quelque chose ne va pas et décide de contacter la police. Et après avoir retourné tout l'appartement à la recherche d'indices et avoir visionné pas moins de 6000 heures de contenu vidéo enregistré par les caméras de surveillance de l'immeuble, les policiers en viennent à la conclusion que quelque chose ne va pas. Ils réalisent que Lai a bel et bien été vue en train de rentrer chez elle le 4 juillet à 17 h, mais sur aucune image on la voit sortir de l'appartement. Il y a donc de très fortes chances pour qu'elle se trouve toujours quelque part à l'intérieur de l'immeuble. Le building va alors être entièrement fouillé et tous les voisins du couple sont questionnés les uns après les autres. Mais rien de plus ne va être découvert. Et plus le temps passe, plus les policiers commencent à être frustrés de la situation et commencent même à envisager qu'il est effectivement tout à fait possible que Lai ait tout simplement décidé de prendre la fuite. Et ce, malgré le fait qu'aucune caméra ne l'a capturée en train de quitter les lieux. Ils vont même aller jusqu'à brièvement envisager qu'elle ait été kidnappée, mais vont aussi rapidement éliminer cette théorie, car aucune trace d'entrée forcée dans le domicile de Shu et Lai ne va être découverte. Et si effectivement Lai avait été kidnappée en plein milieu de la nuit, il est certain que Shu, qui dormait paisiblement à quelques centimètres d'elle seulement, se serait réveillé. Mais alors, qu'est-il arrivé à Lai Weili ? Eh bien, il va falloir attendre le 21 juillet pour enfin le découvrir, soit 17 jours après sa disparition. Une équipe de professionnels est envoyée sur place et chaque recoin du bâtiment est minutieusement analysé. Tous les couloirs du bâtiment sont fouillés, le grenier, le sous-sol, mais aussi la fosse septique du bâtiment. Des échantillons récoltés sur place sont alors envoyés dans un laboratoire pour être analysés et surprise, surprise, à l'intérieur de la fameuse fosse septique du bâtiment sont retrouvés des morceaux de tissu humain. Il va alors prendre des heures supplémentaires avant que les spécialistes ne soient capables de déterminer à qui appartiennent ces morceaux de tissu humain et surtout de savoir s'il s'agit là d'une seule et même personne ou de plusieurs. Et bien évidemment, les policiers font immédiatement le lien et se disent qu'il y a de très fortes chances pour qu'il s'agisse là de Lai.
Le réservoir d'eau de Shu est alors examiné de plus près et il est découvert que le jour de la disparition de sa femme, ce ne sont pas moins de 2 tonnes d'eau qui ont été consommées à l'intérieur du domicile du couple. Ce qui est absolument énorme et totalement en dehors des habitudes de consommation du couple. Et alors que tous les soupçons sont en train de se retourner de plus en plus vers Shu, les résultats d'analyse tombent et effectivement les morceaux de tissu humain retrouvés dans la fosse septique appartiennent bel et bien à Lai Weili. Shu Gyoli est immédiatement arrêté et questionné et va durant de très longues heures continuer de clamer son innocence en assurant n'avoir absolument aucune idée de quelle manière est-ce que des morceaux de sa femme ont pu se retrouver à l'intérieur de la fosse septique de son bâtiment. Mais après 10 heures d'acharnement de la part des policiers qui n'en sont pas à leur premier rodéo et qui voient très clairement que le cinquantenaire est en train de leur mentir, Shu finit par craquer. Il affirme être effectivement la personne responsable de la disparition de sa femme, mais ce qu'il ajoute ensuite, personne ne s'y attendait. Shu révèle alors que sa relation avec sa femme commençait à de nouveau battre de l'aile et que le couple discutait de plus en plus régulièrement de divorcer pour la seconde fois. Et la raison principale de leur désaccord se trouvait être la manière dont ils géraient leur argent. Le salaire de Shu n'a jamais été particulièrement haut et dépendait bien souvent des pourboires que ses clients lui laissaient, ce qui pouvait grandement varier d'une semaine à l'autre. Il n'a en plus de cela jamais vraiment eu pour habitude de placer de l'argent de côté. Bien au contraire. Le peu qu'il avait, il le dépensait pour se faire plaisir à lui-même, sans même considérer les besoins de sa famille. Lai, à l'inverse, a toujours eu un petit côté businesswoman et a toute sa vie travaillé extrêmement dur dans le simple but de pouvoir soutenir financièrement sa famille. Mais le manque de considération de son mari commençait à très fortement l'agacer. Elle aurait apparemment incité Shu à placer des actions dans le but d'essayer de renflouer un petit peu leur poche, ce que son mari aurait alors fait. Cependant, ses choix de placement n'étaient pas des plus judicieux et il va finir par perdre l'équivalent de 300 000 €. Et cet incident va creuser un peu plus encore le fossé entre sa femme et lui. À cause de tout cela, leur relation s'essoufflait de plus en plus et les sentiments qu'ils avaient partagés un jour l'un pour l'autre ne faisaient que s'estomper avec le temps. Les ressentiments et la colère prenaient maintenant de plus en plus de place au sein de leur vie. Et le soir du 4 juillet, alors qu'ils étaient en train de préparer le repas, une dispute terrible éclate au sein du couple. Shu va alors décider de prendre sur lui et de rester totalement silencieux et de garder une apparence très calme et détendue pendant que sa femme lui crie dessus. Mais même si de l'extérieur il a effectivement l'air très calme, en réalité, à l'intérieur, il bouillonne de rage et est déjà en train d'envisager ses futures actions. Le repas se déroule alors dans le plus grand des calmes. Et la famille avait pour habitude, avant d'aller se coucher, de boire un grand verre de lait. Ce soir-là, Shu va alors insister pour servir à sa femme et à sa fille leur boisson. Il prépare alors 2 grands verres de lait, mais rajoute à l'intérieur de ces derniers des somnifères qu'il a précédemment écrasés pour en récupérer une poudre fine qui va alors totalement passer inaperçue à l'intérieur du verre. La famille se couche et il ne va pas prendre longtemps pour que les médicaments fassent effet et pour que Lai et Yu se retrouvent alors plongés dans un très profond sommeil. Et c'est le moment que Shu attendait pour passer à l'action. Il va alors placer du scotch sur la bouche de sa femme dans le doute où elle reprendrait soudainement conscience et tenterait de crier. Après quoi, il attrape son oreiller qu'il place sur le visage de sa victime et appuie de toutes ses forces jusqu'à ce que Lai ne rende son dernier souffle. Lai va effectivement reprendre conscience en plein milieu de cette attaque absolument terrible et tenter de se débattre. Mais face à la force de son mari, elle ne sera malheureusement pas capable de résister bien longtemps. Shu va ensuite attendre de très longues minutes, fixant le corps sans vie de sa femme qui se trouve allongée dans le lit à ses côtés, avant de ne passer à la deuxième étape de son plan. Il s'assure alors que la fille de Lai se trouve toujours bel et bien endormie, avant de déplacer le corps sans vie de sa femme jusque dans la baignoire de la salle de bain. Shu attrape alors un petit sac rempli d'outils qu'il avait acheté quelques semaines plus tôt et qui contenait notamment une scie, des ciseaux, des couteaux et un hachoir à viande. Il va ensuite passer des heures entières jusqu'au petit matin à découper le corps de sa femme en tout petits morceaux qu'il va ensuite passer à l'intérieur du hachoir à viande.
Il jette alors les morceaux de chair dans ses toilettes et tire la chasse d'eau dans l'espoir de faire disparaître les preuves de son crime aussi rapidement que possible. Et il va répéter ce geste près d'une centaine de fois, ce qui explique donc les 2 tonnes d'eau qui ont été consommées ce jour-là. Et concernant les parties de corps de sa femme qui lui était impossible de faire disparaître en les passant à l'intérieur du hachoir à viande, il les cache tout simplement à l'intérieur de son appartement et attend patiemment que la jeune adolescente se réveille et parte au lycée pour aller s'en débarrasser en les jetant dans une poubelle se trouvant à l'arrière de son immeuble. Shu a ensuite passé la journée entière à nettoyer en profondeur la scène de crime, ainsi que tous les outils qu'il a utilisés pour faire disparaître sa femme. Et sans même le moindre remords, il a ensuite pris la décision d'agir comme si rien ne s'était passé, espérant au fond de lui que personne ne réalise que sa femme a totalement disparu de la surface de la Terre sans la moindre explication. Mais lorsque le patron de sa femme le contacte pour l'informer de sa disparition, il réalise à ce moment-là que jouer l'autruche n'est peut-être pas la meilleure des options dans cette situation, mais que bien au contraire, cela va lever les soupçons de tout le monde directement sur lui. Il lui faut maintenant entrer dans le rôle du mari en détresse et prendre les devants en contactant la police. Autant vous dire qu'après ces aveux absolument terribles de la part de Shu, les policiers sont sans voix et totalement désemparés face à la situation. Il s'était douté qu'il y avait de fortes chances pour que Shu ait quelque chose à voir dans la disparition de sa femme, car dans ce genre de cas de disparition, c'est bien souvent le mari ou la femme qui sont les premiers suspects. Mais à aucun moment il ne s'était imaginé que les choses puissent aller aussi loin et que Shu soit capable d'actes d'une telle violence. Les policiers demandent à Shu de bien vouloir leur indiquer la poubelle exacte à l'intérieur de laquelle il a disposé des restes de sa femme. Et une fois cette dernière identifiée, une patrouille de police est envoyée jusqu'à la décharge publique où les poubelles de ce coin de la ville sont déposées. Durant des heures entières, ils vont retourner les montagnes de détritus qui se trouvent sur place. Des heures qui vont bien rapidement se transformer en jours, mais malgré tous leurs efforts, ils ne vont malheureusement jamais découvrir les morceaux du corps manquants de Lai Willy. Les ordures qui s'accumulaient étaient régulièrement enterrées en dessous de la décharge. Il y avait donc déjà de fortes chances pour que le corps de Lai se trouve 6 pieds sous terre et ne soit donc jamais retrouvé. Lorsqu'il est questionné concernant les outils qu'il a utilisés pour faire disparaître sa femme, Shu nie totalement s'être équipé dans le but de commettre un meurtre. Il insiste sur le fait que tout ce qui s'est passé n'était aucunement prémédité. Ce dont les policiers vont très fortement douter. Car on ne va pas se mentir, il est assez rare pour quelqu'un d'acheter la panoplie d'outils complète et parfaite pour faire disparaître un corps, quelques semaines seulement avant d'effectivement faire disparaître un corps. Mais jusque-là, Shu s'était montré extrêmement honnête avec les officiers de police et n'avait omis aucun détail, pas même les plus perturbants et morbides. Il ne voit donc pas pourquoi est-ce qu'il aurait menti sur ce détail en particulier plutôt qu'un autre. Les outils vont effectivement être retrouvés, et malgré le fait que Shu ait pris des heures entières pour les nettoyer à la perfection, à l'intérieur du hachoir à viande va effectivement être retrouvé un petit morceau de tissu humain appartenant à sa femme. Et c'est 1 an après le crime que le procès de Shu Gyoli s'ouvre enfin. L'avocat représentant Shu va alors demander à ce qu'il soit pris en charge par une équipe médicale dans le but de déterminer s'il souffrait de quelconques troubles mentaux ayant pu l'avoir poussé à agir ainsi. Ce qui va être catégoriquement refusé par le juge, car d'après lui, le crime commis par Shu était entièrement prémédité et la seule chose dont il souffrait se trouvait d'être un véritable psychopathe. Ce sont ses mots exacts. D'après lui toujours, si Shu a été capable de planifier tout cela, de passer à l'action, de mentir durant plusieurs jours en jouant le mari paniqué et de tout confesser de manière extrêmement calme lorsqu'il se retrouvait face aux preuves de son crime, alors il avait agi en pleine conscience et méritait de recevoir son jugement sans que personne ne lui trouve la moindre excuse. Et il faudra attendre un peu plus de 2 mois après le procès pour que le verdict ne tombe enfin. Shu Gyoli est reconnu coupable de meurtre au 1er degré et d'avoir mené les policiers sur une fausse piste pour tenter de se protéger. Et pour cela, il est condamné à la peine de mort. Shu tente alors de faire appel dans l'espoir de se voir accorder un second procès et potentiellement donc une peine un peu plus clémente. Mais le résultat du second procès reste le même et sa peine sera donc inchangée.
Et c'est le 21 mars 2023 que Shug Yeoli est exécuté après s'être vu offert quelques minutes avec ses proches, le temps de leur faire ses adieux. Et c'est ainsi que se conclut notre affaire du jour. Je peux pas m'empêcher de penser à la fille de Lai, qui à ce moment-là, je vous le rappelle, n'était âgée que de 13 ans, et qui doit vivre aujourd'hui en ayant pleine conscience, premièrement que sa mère n'est plus avec elle, mais en plus de cela, que son assassinat, sa torture, la découpe de son corps, tout ceci a eu lieu alors qu'elle se trouvait dans la pièce d'à côté pendant tout ce temps. J'espère sincèrement qu'elle est très bien entourée et surtout qu'elle a reçu de bons soins psychologiques. J'ai hâte en tout cas comme toujours de connaître vos retours sur cette affaire absolument terrible. Donc laissez-moi vos avis en commentaire et si ça n'a pas encore été fait, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite alarme pour être informé des futures publications de mes vidéos. Et n'oubliez pas aussi de vous rendre dans le lien de la description pour pouvoir profiter de vos 45 jours d'essai gratuits sur Nextory et commencer à dévorer tous vos livres préférés. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires toutes plus glauques les unes que les autres. Bye!